Merci Géo pour cette rubrique très instructive. Avant de rentrer dans le débat qui va nous occuper à propos de la musique de James Bond, j'ai eu un petit message de Victor qui est déjà à pied d'œuvre sur son dessin et qu'on vous présentera à la fin de cette émission. Donc la thématique naturellement c'est Docteur No et on se demande bien ce qu'il a pu nous mijoter ce soir. On le saura maintenant dans un petit peu plus d'une heure. Là il est déjà à pied d'œuvre depuis plus d'une demi-heure. Et donc puisqu'on parlait tout à l'heure de musique bondienne, le premier thème de notre débat ce soir est très simple. Selon vous, la saga aurait-elle eu la même longévité sans le James Bond thème? Et je vais laisser la parole pour commencer à Jean-Jacques. Voilà, c'est un vaste problème parce que c'est un morceau qui fait partie intégrante de l'univers bondien. Euh, et je crois que mis à part Star Wars, je crois que c'est une des rares séries de saga qui a gardé un thème principal qui a perduré. Donc, je pense que c'était une première déjà à l'époque. Mais je pense qu'effectivement, oui, ça fait partie surtout de l'identité. Est-ce que ça aurait détérioré l'univers? Je ne suis pas certain. Mais oui, ça permet de l'identifier dans le film, de toute façon. Fred, qu'en penses-tu? Je pense que c'est déterminant, ça a créé l'identité du personnage. Je pense que ça apporte un plus au film. À titre de comparaison, on a souvent reproché à Jamais plus jamais de ne pas avoir justement le bon thème et d'être desservi par ça. Je pense vraiment que la musique enfin, c'est vraiment une identité par rapport au personnage, par rapport au film. Il n'y a pas longtemps, alors, c'est marrant, ça m'a fait penser à un reportage que j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur les Dents de la Mer. Donc, quand ils ont fait un premier cut sur le film où il n'y avait pas la musique, c'était quelque chose de pas mal, mais sans plus. Et puis tout d'un coup, ils ont rajouté la musique de John Williams et voilà, on avait quelque chose qui a transcendé avec sur quelques notes. Voilà, on identifiait le danger, le requin. Et bah, quelque part, avec Bond, c'est pareil. Enfin, sur un petit terme maintenant, c'est devenu enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment une identité, quasiment un réflexe pavlovien sur le personnage et sur la musique. Pierre? Alors, je trouve que c'est très difficile de répondre à ça dans la mesure où, pour moi, James Bond, c'est un ensemble de choses. Et le succès de James Bond, on peut poser la question pour tout ce qui a fait le succès. S'il n'y avait pas eu le Gun Barrel, est-ce qu'il y aurait eu la même longévité? S'il n'y avait pas eu les génériques de Maurice Binder, est-ce qu'on aurait eu la même longévité? S'il n'y avait pas eu le montage de Peter Hunt, est-ce qu'on aurait eu cette même longévité? Donc, c'est très difficile. Je pense que c'est un ensemble de choses qui fait toutes ces choses qui se sont finalement mises ensemble et qui ont fait le succès. Maintenant, c'est vrai que la musique permet d'identifier James Bond, elle est marquante, etc. De la même manière, on a le thème d'Indiana Jones, dès qu'on l'entend, on identifie le personnage, dès qu'on entend Star Wars, etc. Alors, oui, sans doute qu'il y aurait eu la même longévité, mais est-ce que ça aurait autant marqué? Ça, je ne pense pas. Alors, alors dans ce cas, je vais poser la question à l'envers. Est-ce que si Monty Norman avait continué comme compositeur principal, est-ce que Bond aurait eu le succès qu'on lui connaît? C'est une vaste question. Voilà, on va retourner le problème. C'est difficile d'y répondre, mais le Bond thème tel qu'il existe, c'est aussi un formidable outil marketing. Je veux dire, vous sifflez le thème de Bond, je pense, n'importe où dans le monde, les gens identifient James Bond. Donc, ça a dépassé le stade même d'un succès musical et d'un marqueur musical. C'est carrément un gimmick. Vous avez deux trucs dans les Bonds. C'est le gun barrel et le Bond thème. C'est ce qui fait qu'on sait qu'on est dans un univers bondien. Après, comme Pierre le disait, en effet, il y a plein d'autres composants qui rentrent en ligne de compte et qui façonnent l'image de Bond au cinéma. Mais je pense que la musique, le Bond thème, c'est presque quelque chose de viscéral. On l'évoquait il y a quelques instants, Jamais plus jamais, pour moi, est un excellent film, mais il me manque le Bond thème. D'une certaine manière, même s'il vient à la fin, Casino Royale, aussi, il me manque presque ce Bond thème, même si on comprend très bien par la trame et par l'évolution du personnage à travers le film que le Bond thème ne vienne qu'à la fin. Mais c'est quasiment, oui, c'est un outil marketing, c'est un marqueur.
Et par rapport à ce que tu disais, disais, tu disais que le Bond thème est un morceau qu'on peut reconnaître à travers le monde entier, mais tu peux aussi citer par exemple la chanson thème de Goldfinger. Le morceau Goldfinger est un morceau mondialement connu. Et qui découle, à mon avis, de cette orchestration initiale voulue par Barry, avec cette forte charge, notamment en cuivre. Il y a un son Bond qui a été créé à travers le Bond thème et qui rejaillit sur l'ensemble de la partition, en particulier de John Barry, mais ensuite de ceux qui lui ont succédé. Donc c'est en cela, je pense, que ce Bond thème a marqué la saga et que oui, probablement que la saga aurait eu autant de succès sans le Bond thème, mais incontestablement, sans le Bond thème, James Bond n'est pas tout à fait James Bond. Je pense que les deux se portent parce que quand vous pensez à tous les grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, pensez au Parrain, la musique de Nino Rota, pensez à tous les films de Sergio Leone sans la musique d'Ennio Morricone, qu'est-ce que ça se fait? Absolument. Donc, je pense que l'un a servi l'autre. Hein. La musique a porté Bond, Bond a porté sa musique. Et parce que, je pense que vraiment, c'est un des facteurs de sa longévité. Pas le seul, clairement, mais ça rentre dans le panthéon en fait, de tous ces films dont on se souvient, parce que aussi la musique. Bien. C'est ce qui est surprenant, c'est justement ils auraient pu sortir le James Bond thème dans Dr. No, mais il aurait très bien ne pas être repris dans les films suivants. Oui. Qu'est-ce qui a fait que justement ils aient gardé ce thème? C'est un peu étonnant, parce que ça aurait pu être simplement le thème de Dr. No, ils auraient fait une autre musique ou un autre. Bien mais sûr. de garder ce thème, je trouve que c'est magique de ce côté-là. Peut-être que John Barry avait justement détecté le potentiel d'un morceau pareil. Probablement. Et puis, il y a dans ce morceau quelque chose du côté félin de Connery. On a l'impression de voir marcher Connery en entendant la musique. Elle bat presque le rythme de la démarche de Sean Connery. D'ailleurs, le Bond thème, il est utilisé différemment dans les premiers films et par la suite. Dans Dr. No, dans Bon baiser de Russie, le Bond thème est surtout utilisé quand Bond se déplace. Quand il marche, quand il est à l'aéroport. Et au fur et à mesure, il a tellement été identifié avec le personnage qu'il a été utilisé lorsque James Bond réussissait un exploit exceptionnel. Oui, exactement. Ouais. Alors qu'au début, non, c'est pas du tout ça. Tu le vois se déplacer, c'est le Bond thème. Il arrive à l'aéroport, c'est le Bond thème. C'est pas du tout la même utilisation. Oui, en fait, l'utilisation a évolué au fil du temps. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Bond thème, on l'entend essentiellement sur des scènes d'action. Oui, il apporte un surplus d'excitation. Oui. Et c'est comme un surlignage au stabilo des scènes d'action de Bond. Il y a un petit un côté, on l'attend. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a une scène, par exemple, reprenons No Time to Die, quand Bond saute du pont dans le pré-générique, là, j'aurais eu envie d'entendre claquer le Bond thème. Il tout quand les guns sortent de l'Aston Martin. Oui. Et c'est là qu'on voit que ce thème-là, vraiment, c'est un marqueur de l'action de Bond dans ces scènes très excitantes. D'ailleurs, John Glenn, qui a réalisé le pré-générique de Moonraker, disait lui-même que ce pré-générique, cette chute libre, elle n'est pas si extraordinaire que ça, mais quand tu y ajoutes le bon thème, ça lui donne tout son effet. Oui. Entre le montage, la façon dont c'est réalisé avec des plans très subjectifs, etc., c'est vrai que tout de suite, la musique permet de sublimer cette scène qui, somme toute, est quand même assez banale. Et en parlant avec David Arnold, il m'avait dit une fois que c'était presque un thème qui était intimidant, me disait-il. Il disait c'est difficile, il faut absolument l'utiliser à fond, faut pas hésiter à l'utiliser à fond dans un film parce que c'est un marqueur fort, mais il est intimidant
pour un compositeur qui, me disait-il, à quel moment est-ce qu'il faut utiliser le bon thème? À quel moment utiliser le thème dans son entièreté, dans son intégralité, ou une portion, que sais-je? Et ça m'avait marqué. Il m'avait expliqué vraiment qu'en fait, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. C'est vraiment une musique emblématique qu'il ne faut pas hésiter à balancer à fond les bananes dans un James Bond. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, peut-être. Tout le monde a... Martin tout le monde Drive, peut-être est globalement assez d'accord, je constate, voilà. Donc, petite précision, donc là, on est sur une spéciale de Turno, on a reparlé de l'événement du Club James Bond France, et puisqu'on m'a posé la question, je vous réaffiche le lien du site du Club James Bond qui vous permet de faire vos réservations en ligne pour l'événement du 9 octobre. Il s'agit de www.jamesbond007.net. Vous pouvez régler, comme l'a expliqué Luc Leclèche la semaine dernière, par chèque, par carte bancaire, par PayPal, avec possibilité de payer en plusieurs fois si vous réglez par chèque. Donc www.jamesbond007.net. Je vous rappelle aussi à toutes fins utiles que nous avons un compte Twitter qui s'appelle 007 Planète, avec le arrobase indispensable pour votre recherche. Le lien aussi s'affiche en bas de l'écran. Et comme je l'ai dit la semaine dernière à l'occasion de la présentation de l'événement Bon Baiser de France, vous savez, chers amis, que nous recherchons toujours pour étoffer notre équipe artistique et technique au sein de la chaîne un monteur spécialisé dans l'utilisation de logiciels actuels, à savoir les suites Adobe, etc. J'en passe les meilleurs, le logiciel After Effects, naturellement. Nous recherchons aussi un graphiste, un spécialiste de Photoshop pour faire des photomontages, des bannières, des choses comme ça, ainsi qu'une équipe étoffée de sous-titreurs pour pouvoir rendre disponible à l'international nos précédentes vidéos, à savoir nos chroniques, nos lives, etc. Les recrutements ont commencé depuis la semaine dernière. Nous avons quelques retours, mais nous voulons énormément de candidatures. Nous avons besoin de beaucoup de monde. Fred, peux-tu nous faire rapidement un état des lieux des réactions de nos internautes et de nos spectateurs ce soir? Absolument, José. Donc, on a pas mal de monde. Un amical salut de Laurent Perriot qui nous suit depuis son tournage à Malte. Salut Laurent. On a beaucoup de gens qui aussi aimeraient avoir quelque chose à célébrer pour le 60e anniversaire, notamment du côté de la Suisse. On voit des gens assez motivés pour faire des choses. Pareil, l'événement du 60e anniversaire, visiblement, a un beau succès. Beau succès également de la chronique de Géo, qui a été très appréciée. D'ailleurs, Géo se demande si le bon thème est encore suffisamment moderne pour être utilisé de nos jours. Je pense que là-dessus, on n'a pas trop de doute. On va souhaiter un très bon anniversaire à Paul. A priori, c'est son anniversaire. Et puis voilà, donc on a eu quelqu'un qui nous a un petit peu pollué avec des invitations pas très catholiques. Ce sera pour après la soirée. Rien que pour vos yeux. Voilà. Mais bon, en tous les cas, il y a pas mal de messages, une bonne ambiance, et puis on est suivi, ça fait plaisir. Et donc, allez, on embraye sur le deuxième débat. On est dans les temps, au niveau timing, on est parfait. Puisque Ewen l'évoquait du véritable tsunami qui a provoqué la sortie de l'eau de Ursula Andress dans ce film de 1962, chose qu'on avait rarement vue à l'écran à l'époque, notamment à cause de la pudeur typiquement américaine et un petit peu britannique aussi, il faut le dire. La question est la suivante. Ursula Andress est-elle un fantasme absolu ou le cliché d'une autre époque? Et là encore, je vous laisse la parole et je vais commencer par Laurent. Alors, moi, je dirais les deux. C'est un fantasme absolu parce que Ursula Andress a fixé les canons du fantasme bondien de la Bond Girl. Voilà. C'était un physique atypique pour l'époque, il faut quand même s'en souvenir. Ursula Andress, elle ne correspondait pas tout à fait au canon de beauté de l'époque. Une femme assez grande, assez musclée, assez athlétique. C'était assez nouveau. Et en cela aussi, Dr No a été novateur, présenté une femme
de surcroît active. Enfin, elle n'a pas un rôle de potiche du tout dans ce film-là. C'est vraiment une partenaire pour Sean Connery. Donc ouais, moi je pense que c'est un peu des deux, José. Vraiment, on est là dans un canon féminin, un canon bondien, et je pense pouvoir dire sans trop me tromper qu'elle a fait à l'époque du bien aussi à la femme. Voilà, voir une femme comme ça, un peu libérée. À une époque où les femmes ne l'étaient peut-être pas tant que ça, et ouais, sportive, active, aventureuse. Oui, elle a indubitablement marqué son temps. D'accord. Pierre, ton avis? Moi, je pense que c'est un fantasme absolu et que ça le restera. Euh, j'ai lu récemment une interview de Chris Blackwell, donc qui est connu d'abord pour être le fils de Blanche Blackwell, qui était la maîtresse de Ian Fleming en Jamaïque, qui était assistant sur le tournage de Dr No et qui ensuite, bon, on sait, a été un grand producteur de musique. Il a produit Bob Marley, U2, etc., etc. Et aujourd'hui, il est propriétaire du grand domaine GoldenEye et tout l'environnement. Et il disait dans une interview que il filmait, etc. Et puis à un moment, ils ont vu les rushs. Et ils ont vu les rushs du tournage de la scène avec Ursula Andress. Et il disait, et là, quand on a vu cette scène, pourtant c'était que des rushs, hein, c'était pas monté, etc. Et on dit, là, on s'est dit, on a quelque chose d'incroyable. Et Fleming a comparé à un moment, quand il décrit la scène, il dit qu'elle ressemble à la Vénus de Milo, qui sort des eaux. Et la scène, et c'est exactement ça, et elle a marqué son temps, elle a marqué son époque, et le personnage, en plus, c'est une aventurière, c'est pas, voilà, c'est pas un personnage un peu anodin, un peu qui cherche le réconfort, etc. C'est vraiment elle vit seule, elle a tué le mec qui a essayé de la violer, enfin bon, c'est pas un personnage anodin. Un peu d'ailleurs au même titre qu'un personnage comme Sylvia Trench dans Doctor No, c'est pas dans mon musée aussi, mais dans Doctor No, elle est un personnage d'une modernité incroyable. Et Ursula Andress aussi, elle est très moderne. Et d'ailleurs, si Halle Berry finalement a rejoué la même scène pour les 40 ans, c'est quand même que ça avait marqué, y compris jusqu'à maintenant. C'est vrai. Fred. Je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit jusque-là. C'est un personnage très emblématique qui est assez fidèle au roman, enfin, à l'exception du nez cassé. Et on a toujours associé James Bond à l'image de femme potiche, ce que je trouve un total non-sens, parce que beaucoup de personnages de femmes en fait, sont plutôt des femmes fortes, indépendantes. Et Dr No en est l'exemple même. Ce que dit Pierre sur Sylvia Trench, c'est exactement ça. Une femme indépendante qui va au casino le soir et qui joue, et qui va mettre un mec dans son lit, parce que le jeu de séduction, il est quand même dans les deux sens. Je trouve que c'était assez moderne dans les années 60. Et le personnage de Oni, c'est quelqu'un qui a fait sa vie toute seule, qui s'est débrouillée toute seule. Et ça raconte aussi, alors c'est peut-être plus dans le roman, mais ce que je vois sur le chat, là, sur ce que dit Mani, c'est que ça raconte aussi une vision de la femme dans la société à l'époque qui était assez compliquée, et de voir qu'il y a une personne qui s'en est sortie toute seule. Donc je dirais que c'est à la fois un fantasme, et c'est aussi l'annonce d'un certain, en fait, mine de rien, d'un certain féminisme. Et on est dans James Bond pourtant. Jean-Jacques. Oui, j'en reviendrai à ce qui a bien été dit. C'est d'ailleurs Géo dans l'émission de la semaine dernière, on disait que le Dr No était un film féministe par les personnages féminins qui étaient très bien écrits et très bien représentés. C'est vrai qu'à côté de ça, quand celui-là sort de l'eau, oui, ça reste une image, je dirais, de Botticelli, c'est magnifique, c'est super, mais ça reste un fantasme. Et effectivement, c'est un personnage très fort, très, très violent. Quand on lit le roman, effectivement, elle a tué quelqu'un. C'est pas une potiche, même si c'est arrivé dans certains films par la suite. Bien sûr. Mais c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas dans celui-ci, en tout cas. Ça marche.
Et justement, puisque tu parlais des potiches, un débat qui est un petit peu parallèle, quel est selon vous donc le personnage qui est vraiment complètement antinomique à tous ces personnages de femmes fortes dont on a pu parler à travers les différentes émissions? Je pense naturellement au personnage naturellement incarné par Ursula Andress, Honey Rider, mais aussi Tiffany Case dans Les Diamants éternels, qui est une mercenaire, ou le personnage d'Octopussy, ou le personnage de Stacy Sutton dans Dangereusement Vôtre. Quel est selon vous celui qui justement est à l'opposé de cette incarnation de la femme forte? Au moins par nature, c'est Mary Goodnight. Ouais. Pour moi, c'est la potiche par excellence, c'est la nana stupide. Et tu parlais de Tiffany Case, mais Tiffany Case, très bizarrement, dans la première partie du film, elle est très moderne, Oui. elle est très, très indépendante, elle est très intéressante, et au fur et à mesure du film, elle devient potiche. Oui. Très bizarrement. Et ça, c'est un défaut chronique des scénarios de Tom Mankiewicz. Systématiquement. Solitaire est exactement de la même chose. Elle est relativement indépendante, etc. À partir du moment où elle couche avec Bond, ça devient un objet purement décoratif. Pareil, en l'occurrence, pour le cas de Mary Goodnight, c'est d'un bout à l'autre du film que la nana ne sert à rien. Elle est stupide, elle est ridicule, etc. Laurent, Jean-Jacques, Fred, votre point de vue? Non, Il y a consensus sur Mary Goodnight. Il y a consensus sur Mary Goodnight qui me semble être le personnage féminin le moins intéressant et le moins flatteur, on va dire, de tous les Bonds. En effet, elle passe son temps, bon, elle court, elle crie un peu, elle bouge dans tous les sens, mais finalement, elle n'apporte pas grand-chose au récit. Et c'est vrai que par rapport à un personnage emblématique comme celui incarné par Ursula Andress, on est là pour le coup, on est vraiment à l'opposé. Moi, je mettrais bien Tatiana Romanova, paradoxalement, aussi, comme personnage un peu potiche. Ouais. Mais c'est par nature, en fait. C'est justement... quelque part, c'est son rôle dans son film d'être utilisé Oui, voilà, ouais, par l'ensemble des parties. Ce n'est qu'un appât, finalement, ouais. Exactement. Et en fait, elle a vraiment l'image un peu d'un pion dans une histoire, et ça nuit un petit peu à sa personnalité, en fait. Bien, bah écoutez. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est le personnage le plus ridicule, mais presque. Franchement, c'est pour pas grand-chose à la féminité. Ouais. Bah écoutez, merci messieurs pour cet éclairage. Donc globalement, on dira que oui, c'est un fantasme Ursula Andress, mais c'est aussi une forme de modernité, mais par contre, sûrement pas un cliché. Si je synthétise un petit peu vos propos respectifs. C'est ça. Et la base ensuite d'un concept, pardonnez-moi ce mot pas très joli, mais d'un concept féminin dans les films de Bond. Oui. Toutes les Bond girls, toutes les femmes qui ont interprété un personnage féminin, forcément, dans les Bond, se sont quelque part senties probablement comparées à ce modèle initial. Ouais. Et je lisais un petit peu les réactions des internautes. C'est vrai que Patrick Sansano, qu'on salue, nous cite aussi Christmas Jones dans Le Monde ne suffit pas, qui se pose là quand même en matière de potiche. Oui, ça va. Surtout qu'il est mal écrit, le personnage. Le personnage n'est pas vraiment une potiche. Mais ça, c'est un défaut chronique. C'est un défaut chronique de ces époques-là. Mal écrit et pas très crédible. Voilà, ça manque de crédibilité totale. Mais sur la base, ça ne devrait pas être une potiche. Enfin, c'est une personne qui est scientifique et tout. Bah oui, c'est quand même une physicienne nucléaire, etc. Donc il y avait quand même de la matière, quelque part. Ouais, exactement. Ah oui. Et donc, on va enchaîner maintenant. On va continuer à faire un tour rapide de Dr No. Et Lucas va nous parler des fameuses mains métalliques de Dr No, qui, à ma connaissance, n'apparaissent pas dans le roman. Le Dr No, dans le roman, a eu les mains amputées pour avoir volé ses associés. Mais il ne me semble pas qu'il ait des mains métalliques. C'est pas des mains en cire qu'il a. Non, il a des crochets. Ah, des crochets, oui, exact. Et donc, Lucas nous parle maintenant des mains métalliques du Dr No. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas. Maintenant, vous le savez, vous avez l'habitude, mais chaque mois, c'est une nouvelle vidéo tuto gadget qui sort. Et cette fois, quoi de mieux que pour célébrer les 60 ans de la saga, que de parler du premier film sorti au cinéma. Je vais parler donc de James Bond contre Dr No, sorti en 1962. Bonne chance. Pour cette première aventure au cinéma, notre espion préféré se retrouve confronté au Dr Julius No, interprété par Joseph Wiseman, un diabolique membre du Spectre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Bon, tu verras, il le dit lui-même plus tard. Bond enquête en Jamaïque et il est attiré par une mystérieuse île nommée Crab Key. Et c'est sur cette île que vit le Docteur No. Mais que savez-vous d'autre sur ce Chinois? Très bien. Alors, le Docteur No est un spécialiste en énergie atomique, ce qui malheureusement lui a coûté ses 2 mains. Il les a fait remplacer par 2 mains articulées en métal, dotées d'une force surnaturelle, mais dépourvues de dextérité. Ce qui malheureusement lui a coûté la vie. Donc, pour cette vidéo, on va se focaliser... Plus vite! Et laissez vos mains bien en rue, hein. On va se focaliser sur ses mains, mais tout de suite, regardez cette vidéo. Les Américains sont des imbéciles, je leur ai offert mes services et ils les ont refusés. L'Est en a fait autant. Maintenant, tous deux vont payer le prix de leur erreur. Dominer le monde, toujours le même vieux rêve. Nos asiles sont pleins de pauvres types qui croient être Napoléon. Ou Dieu. Vous persistez à vouloir me provoquer, Monsieur Bond. N'oubliez pas que j'aurais pu vous tuer quand vous étiez dans le marais. Qu'est-ce qui vous a retenu? Je ne vous croyais pas si stupide. D'ordinaire, quand un homme contrarie mes projets... Pour vous, j'ai fait une exception. Vous m'avez coûté du temps, de l'argent, des efforts. Vous avez menacé notre organisation. Et blessé mon orgueil. J'étais curieux de voir quel homme vous étiez. Je pensais qu'il y aurait peut-être même une place pour vous dans le spectre. Ah, je suis flatté. Seulement, c'est plutôt la vengeance, ma spécialité. Pour concevoir ces mains, j'ai tout d'abord acheté 2 mains articulées en bois, une droite et une gauche. Vous avez besoin d'un coup de main? Non, ça va. Non, ça va, merci. J'en ai déjà 4. Par la suite, j'ai examiné dans le film la forme des doigts des mains du Docteur No. En effet, nos mains sont articulées en 3 points, alors que celles du Docteur No seulement en 2 points. Ensuite, dans de la tôle fine, j'ai découpé la forme des doigts, que j'ai ensuite enroulé en forme de tube pour pouvoir les faire glisser le long des doigts. Pour la main, je l'ai recouverte de tôle pour la rendre totalement métallique. Ensuite, il a suffi d'un peu de peinture noire, et voilà le travail, on a les mains du Docteur No. J'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube Planète 007. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tuto gadget. Ciao! Underneath the mango tree, behind me and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, behind me and me, makes bololoop soon. Merci Lucas pour cette chronique qui nous a présenté les mains mécaniques du Docteur No. Alors justement, messieurs, avant d'entamer le 3e et dernier débat de la soirée, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est vrai, on m'en a parlé il y a quelques heures de ça. Comment expliquez-vous que le Docteur No, avec ses mains métalliques, semble avoir une force herculéenne, puisqu'il brise un objet visiblement en acier ou en bronze, etc., et que quand il tombe dans sa cuve radioactive, il n'arrive pas à s'accrocher après la barre en acier? Astuce de scénario, incohérence, je vous laisse trancher. La nature peut-être même du métal sur lequel il s'accroche est peut-être plus fort, plus résistant que le reste. Ouais, possible. Oui, puis, Ouais, enfin, il y a la droite, sans doute. Ouais, et puis ça glisse, quoi. Il y a son poids. Ouais, peut-être. On va le voir comme ça. Oui, On il glisse. tranchera pas le débat ce soir, je pense. Non, en plus, il est en mauvaise posture, le pauvre. Je pense qu'il doit souffrir. Enfin Oui. voilà, manque de concentration probablement, manque de savoir-vivre. Voilà. Il y a Mani qui a fait une super blague, je trouve, qui a mis 2 mains ne meurent jamais. Ah oui, ben, bien vu, bien vu. C'est joli. Et donc, on l'a évoqué en off tout à l'heure avec Pierre. Le Docteur No, bon, a pour inspiration originale le Capitaine Nemo de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Et donc, il représente un certain type de méchant dans le cinéma hollywoodien ou le cinéma britannique. C'est ce qu'on appelle communément le savant fou. Et la 3e question et le 3e débat de ce soir est le suivant.
Le savant fou est un thème récurrent de la saga, on le verra. Docteur No en est-il son incarnation typique? Et je passe la parole pour commencer puisqu'il a fermé la dernière fois, à Fred, qui commence. Alors c'est pour le oui, effectivement. Enfin, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi Docteur No avait posé les bases de la saga et le méchant bigger than life avec un projet absolument démentiel. On le retrouve, on le retrouve là. Alors de manière intéressante, je dirais que c'est un savant fou, mais qui a un projet qui est quand même rationnel puisqu'il travaille pour le Spectre. Et le but du jeu, c'est toujours la fameuse théorie des piranhas, d'amener l'Est et l'Ouest à se chipouiller. Donc, il y a ça en plus. Je ne crois pas que dans le roman, il y avait cette dimension-là, mais c'est certain que on a encore, c'est les bases de ce qu'on retrouvera sur des méchants emblématiques que seront derrière Goldfinger, Stromberg, Drax, etc., qui sont vraiment dans cette lignée-là. Et puis qui était quand même aussi quelque part dans l'œuvre de Ian Fleming. Donc c'est à la fois emblématique, mais c'est issu du travail de Ian Fleming. Jean-Jacques. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui a manqué dans la saga depuis pas mal d'années, et qui aurait dû être par sa fille dans le dernier, et qui était vraiment fade, alors qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire de plus puissant, et on attendait tout ça, de toute façon. Parce qu'on imaginait que c'était un petit peu le Docteur No moderne. Donc et c'est vrai qu'il a posé les jalons du méchant mégalo. Ouais, c'est pas mal. Laurent. Oui, c'est ça. Plus que savant fou, il a posé les bases du méchant mégalomane. C'est exactement ça. Là, encore une fois, hein, mais on revient à la modernité de Docteur No, 60 ans quand même. Le méchant qui apparaît dans ce film a lui aussi posé complètement les jalons de tous ceux qui ont suivi. Alors évidemment avec des déclinaisons différentes, avec des projets différents, des incarnations différentes. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, en tout cas pour ma part, les méchants qui m'ont marqué tout au long de cette saga, Frédéric, tu les évoquais, notamment Stromberg, Drax et compagnie, ressemblent beaucoup quelque part à Docteur No, avec cette espèce de posture comme ça, assez digne, presque un méchant de Colombo, quoi, un côté un peu hautain, qui nargue son adversaire, qui le challenge, avec un projet fou derrière, mais vraiment mégalomane, une forme de suffisance. Et je trouve que Docteur No se pose là, oui, vraiment. Il y a une incarnation, il y a une définition du rôle qui était posée très clairement dès le premier film par ce personnage-là. Pierre. Alors, tu as évoqué Nemo, donc effectivement, une des origines de Docteur No, c'est le capitaine Nemo. Et alors, peut-être beaucoup plus dans l'île mystérieuse, d'ailleurs, que dans 20 milieux sous les mers, même s'il y a des références dans Docteur No à 20 milieux sous les mers. Mais si tu prends la thématique de l'île mystérieuse, c'est un savant fou qui est sur une île et qui est planqué et avec des pièges partout. Et Docteur No, c'est ça. Et l'origine de Docteur No, effectivement, c'est Nemo, mais c'est aussi Fu Manchu. Ouais. C'est-à-dire l'espèce, alors pas forcément le savant fou, mais l'espèce de génie mégalomane, comme tu disais Laurent, l'espèce de méchant, asiatique. On a un peu l'équivalent dans les Bob Moran avec l'ombre jaune, par exemple. Oui. Ouais. Et cette espèce d'image comme ça du personnage. Et dans Docteur No, peut-être plus qu'encore que dans les autres romans Fleming, on a cette influence du pulp, à la fois du roman feuilleton du 19e siècle en France, en Angleterre, etc., et du pulp, où on avait ces héros qui combattaient des génies du mal, souvent des asiatiques, etc. Et effectivement, je crois que quand on revoit avec son col Mao, il est impressionnant comme personnage, et il reste effectivement très classe. Et je pense qu'il a posé vraiment
les bases du méchant bondien. Et la question donc annexe par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut considérer vraiment Blofeld, donc le chef du Spectre, qui apparaît dans moult films de la saga, à ma connaissance 3 fois dans l'ère Sean Connery, une fois dans l'ère Roger Moore de manière en demi-teinte on va dire, et 2 fois dans la saga Craig, est-ce qu'on peut le mettre dans ce moule-là du savant fou C'est la zombie. Voilà. Parce que finalement, Blofeld ne fait tout ça que pour de l'argent. Uniquement de l'argent, parce que je pense que la domination mondiale, finalement, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse à Blofeld, c'est l'argent et le pouvoir. C'est un gangster. Quand tu prends le Blofeld dans le roman de Fleming, en fait, Blofeld, il arrive après tous ces méchants. Il arrive après Goldfinger, il arrive après Bien sûr. Spang, Mr. Big, etc. Donc, je sais pas, je me dis que peut-être que Blofeld, en fait, c'est un peu la synthèse de tous ces méchants. Fleming a façonné petit à petit, à tester des trucs avec des méchants avant d'arriver au méchant ultime qui est devenu Blofeld. Moi, je le vois un petit peu comme ça. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, en tout cas chez Fleming, comment évolue Blofeld. Parce qu'effectivement, Blofeld, au départ, c'est l'argent, c'est du chantage pour récupérer du fric. Après, au service secret de Sa Majesté, c'est un peu différent. C'est plus la vanité, Oui. vouloir avoir le titre, etc., mais en même temps par un complot avec un virus, etc. Et quand on arrive dans On ne vit que 2 fois, je parle du roman, là, c'est complètement gratuit. C'est Oui. complètement gratuit. Il est simplement dans un endroit où les Japonais vont venir pour se suicider, Oui. et lui, il a un plaisir à ce que les mecs ils viennent mourir chez lui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a donc, aucun autre plan que ce truc complètement gratuit, par contre, là, il est complètement fou. Là, il est complètement fou. Et puisque ce soir, c'est bien la première fois, il me semble de mémoire, où on a 5 intervenants à l'écran. Bon, on aurait dû en avoir un 6e, malheureusement, il s'est fait porter pâle, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on a vraiment tous les intervenants qui ont lu les romans de Fleming. Et justement, on va un petit peu débattre pour une fois, parce qu'en général, dans les émissions, on n'en parle quasiment pas. On va parler un petit peu du roman Docteur No. Et Pierre, je te laisse introduire le roman. Alors, pour parler du roman Docteur No, il faut revenir au roman précédent, Bon baiser de Russie, parce que Docteur No est un roman qui a failli ne pas apparaître, et ne pas être écrit, et ne pas être publié, parce qu'à la fin de Bon baiser de Russie, Fleming tue James Bond. James Bond meurt. Et Fleming est décidé à faire mourir Bond et à ne pas réécrire d'autres romans. Il a envie d'écrire autre chose, il a peut-être envie, il a envie d'écrire des romans un peu plus sérieux. D'ailleurs, ça se sent dans certains, ça se sent dans le roman Motel 007, où il a des intentions peut-être un peu plus littéraires. Et donc, il tue James Bond. James Bond est mort et il est obligé, Ian Fleming, en fait, ses éditeurs sont furieux. Les lecteurs sont furieux. Donc Fleming reçoit des lettres incendiaires de lecteurs qui sont absolument furieux que James Bond meure. Et il est obligé, alors il fait paraître dans un quotidien qui est le New Statesman, il fait paraître une note pour rassurer les lecteurs, où c'est le bulletin de santé de James Bond, où en fait il explique que James Bond a failli mourir, mais qu'il n'est pas mort. Et c'est le docteur James Moloney, qui est le neurologue des services secrets, qui fait ce bulletin de santé et Fleming est obligé de rassurer les lecteurs et donc de faire revenir James Bond dans le roman suivant, dans Docteur No. Et donc Docteur No va être aussi, donc Docteur No paraît en 58, en mars 58, et alors c'est là qu'apparaît le fameux Walter PPK, puisque jusqu'à présent, dans les 5 romans précédents,
James Bond utilisait un Beretta. Et c'est parce que un vrai armurier, le major Boothroyd, a écrit à Fleming en lui disant j'adore les romans, mais alors les armes, non, le Beretta, pas du tout. Et donc, en conseillant Fleming comme ça, finalement, Fleming choisit le Walter PPK, qui est devenu ensuite emblématique, notamment dans les films. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine de Dr No, il y a un projet de l'été 1956 où Fleming est contacté par un producteur qui s'appelle Henry Morgenthau III. Donc, il devait avoir son père devait être le 2, son grand-père le 1, je ne sais pas. Il est producteur, il veut investir en Jamaïque, il veut lancer la production de films et de séries télé en Jamaïque. Donc, il demande à Fleming de travailler sur une série télé d'épisodes de 30 minutes, une série qui s'appellerait Commandeur Jamaïca, où le héros serait inspiré de James Bond, s'appelle James Gunn, et il écrit 18 scénarios comme ça de 30 minutes, et finalement, pour des raisons, notamment des raisons financières, etc., ça ne se fait pas. Et donc Fleming doit faire revenir rapidement son personnage, et il réutilise l'un des scénarios, donc, qui est celui de Dr. No, ça notamment, qui se passe en Jamaïque. Et alors, dans le roman, James Bond a du plaisir à retrouver certains personnages qui sont déjà apparus dans un autre roman, dans Vivre et laisser mourir, qui sont notamment Quarrel et Strangways. Strangways, finalement, apparaît donc dans Vivre et laisser mourir, et le responsable des services secrets à la Jamaïque. Et donc, du coup, il a une importance un peu différente pour nous dans le film. Finalement, Strangways, on ne sait pas qui c'est, on le voit mourir au début, etc. Mais là, il est important parce que James Bond l'a déjà rencontré, il a déjà rencontré Quarrel et il aime beaucoup Quarrel, ils s'entendent bien, etc. Donc tout cet aspect-là n'y est pas. Et puis, tout au long du roman, il a des souvenirs. Il parle, par exemple, énormément, il parle souvent de Solitaire. Et qu'est-ce qu'elle est devenue j'aimerais bien la revoir, etc. Donc, il y a comme ça une espèce de nostalgie qui est importante. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant l'année 1956, Fleming a été invité à participer à une expédition scientifique sur une île des Bahamas qui s'appelle l'île d'Inagua, où des scientifiques vont aller étudier l'île, et notamment le guano qui est produit naturellement, ce sont des excréments des oiseaux, par les oiseaux qui peuplent l'île. Donc Fleming va être énormément marqué par cette visite, par cette expédition scientifique sur une île absolument déserte, qui est couverte d'oiseaux et de guano, et qui va le marquer à tel point qu'il va faire intervenir l'île, finalement, mais il la transpose à la Jamaïque. Et alors, il y a un autre personnage qui est important, qu'on a évoqué, qui est Onishide Rider, qui est inspiré d'un personnage que Fleming a rencontré, qui s'appelait Patricia Wilder, et qui l'a rencontré dans un centre dans les Alpes suisses. Et ce centre dans les Alpes suisses servira d'ailleurs de modèle pour le Peace Gloria. Donc, on voit que Fleming utilisait beaucoup. Alors, ce centre s'appelait le Schloss Mittersill International Sport and Shooting Club. Il y avait une hôtesse qui s'appelait Patricia Wilder. Et tout le monde l'appelait Honey Wilder, etc. Et donc, il a gardé ça et il a réutilisé ce personnage. Et on sait ce qu'il en est devenu. Le Queen's Club aussi, où Strangways joue au début, est inspiré d'un célèbre club britannique à Kingston, donc en Jamaïque, qui s'appelle le Liguanea Club et que Fleming fréquentait. Et puis, même le fameux dragon
qui tue Quarel est inspiré d'un buggy lorsque l'expédition avait lieu sur l'île d'Inagua. Il y avait un buggy qui leur permettait de voyager, qui avait une espèce, enfin de se déplacer, qui avait cette espèce de forme de dragon. Alors, on voit dans le roman, il y a des personnages qui ne sont pas dans le film, hein, comme Felix Leiter, par exemple, qui n'apparaît pas dans le roman. Mistaro n'apparaît pas, etc. Donc, on a rajouté des personnages, Sylvia Trench. Et en fait, il y a aussi des scènes qui sont plutôt assez incroyables. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est l'épreuve, la fameuse épreuve autour de la torture, où Bond a une espèce de parcours du combattant absolument terrible, qui est bien pire que dans le film. Et il y a quelqu'un qui a de la musique derrière lui. Oui, c'est de la musique, mais c'est pas moi, c'est pas mon téléphone, mais c'est chez moi. C'est un autre téléphone. Voilà. Et ça se termine par un combat entre Bond et une pieuvre qui est directement, bien sûr, inspiré de 20 milieux sous les mers, hein, hommage direct à Nemo et à Jules Verne. Et puis, bien sûr, la mort de Dr. No, qui est très différente, puisque James Bond enterre Dr. No sous une tonne de guano et trouve que la couleur du guano aussi est au teint de Dr. No, ce qui ne passerait pas aujourd'hui. Oui, non, c'est le mot qu'on puisse dire. Extrêmement raciste. Donc, Dr. No, c'est quand même le roman de la résurrection de Bond, qui avait été quand même tué par Fleming. Eh bien, voilà une piste pour le prochain film. Est-ce qu'ils vont nous faire un reboot avec un Dr. No? Voilà. Pourquoi pas. Bah écoute, merci Pierre pour cette description quand même assez pointue du roman. Et vous messieurs, on va refaire un petit tour de table. Quel regard vous portez maintenant sur le roman Dr. No? Bon, pour une fois, voilà, je vais sortir de ma réserve en tant que présentateur. Dr. No est un roman que j'ai lu étant ado. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Honnêtement, encore aujourd'hui, c'est probablement, à l'exception de Motel 007, c'est probablement mon roman de Fleming préféré. C'est mon livre d'ailleurs de maladie. En général, quand je chope la grippe, etc., actualité, c'est le roman que je relis vraiment avec beaucoup de plaisir. J'ai dû peut-être le lire une quinzaine ou une vingtaine de fois. Il y a un côté très dépaysement, très exotique, etc., qui est extrêmement plaisant, avec justement, comme le disait Pierre, ce combat à la fin avec la pieuvre géante, les différentes tentatives du Dr. No et de son gang pour essayer d'assassiner James Bond, notamment la coupelle, enfin la coupe de fruits empoisonnée, enfin des choses comme ça. Il y avait vraiment des trucs très très sympathiques. Petit tour de table, quel regard donc sur le roman Dr. No 1958, comme l'a précisé Pierre? Et on va commencer par Laurent, tiens. Même chose que toi, José. Je pense que c'est un roman que j'ai eu plaisir à lire. Il se lit vraiment très facilement. On est vraiment dans le dépaysement, on est dans l'action. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est précisément quand on est fan, c'est de voir en fait la base du travail à disposition est écrit donc et ce qu'il en a été fait dans le film. C'est intéressant en termes d'adaptation cinématographique et ces différences pour marquer le récit et le film. Et je pense aussi que c'est un des romans de Fleming et de Bond qui se lit le plus facilement. Je serais assez porté sur une relecture en étant malade aussi, un peu comme toi, José. C'est un roman qui fait plaisir et qui apporte son lot on est dans l'essence d'un Bond littéraire, là, pour le coup. Et c'est peut-être d'ailleurs un des Bonds littéraires qu'il faut lire en premier. Si on n'a jamais lu un Bond, après tout, pourquoi pas? Celui-ci, c'est peut-être une bonne entrée dans l'œuvre de Fleming. Jean-Jacques. Moi, ça fait très longtemps que j'ai du mal à me mettre dans un bouquin et je le déplore. Je les ai tous lus, mais c'est vrai que j'arrive plus à me concentrer. J'en lis 2 chapitres, mais que ce soit pour ça ou pour une BD, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu. Bientôt, en fait, j'aurai peut-être l'opportunité de m'y remettre. De toute façon, je voulais les relire, mais dans l'ordre, chose que je crois que je n'ai pas fait par le passé. Et pourtant, les romans, j'adore.
Moonraker, c'est un de mes préférés. Mais je ne pense pas les avoir lus dans l'ordre. Je ne sais plus si j'ai vu par rapport à la sortie des films. Je pense que je les ai lus plus comme ça. D'accord. Donc, oui, ce serait peut-être temps de le remettre dedans, parce que je ne me rappelais même pas qu'il y avait une pieuvre à la fin de Docteur No. Pourtant, je l'ai lu 2 ou 3 fois. Donc, je deviens sénile, peut-être. Ad? Écoute, ouais, comme disait Laurent, en fait, moi je crois que c'est le premier roman que j'ai lu et j'en garde un bon souvenir. Et il y a plein de petites choses en fait qui sont à la fois, il y a beaucoup de points communs avec le film, mais il y a plein de petites différences qui sont assez jubilatoires. Il y a notamment un truc, c'est qu'effectivement, c'est un roman de résurrection. Alors, c'est intéressant parce que le film, en fait, il pose les bases du personnage. Et en fait, le roman de Dr. No, c'est quand même James Bond qui est quasiment mort à la fin de Bombay et Russie. Et M pense l'envoyer en vacances, faire une petite mission toute simple pour enquêter sur une île. Et il s'avère qu'en fait, la mission est un peu plus compliquée. Et on a pas mal de monologues de Bond dans le roman qui dit, ah bah tiens, je serais bien content que M me voie là dans ma mission. Ah, il croyait que c'était des vacances. Ah bah tiens, voilà. Il y a un peu une espèce un ton un petit peu vindicatif de James Bond par rapport à M qui est assez sympa et ouais il y a des petits trucs qui sont assez chouettes dans les deux sens. Tiens, par exemple, tu parlais des armes tout à l'heure, Pierre, mais je me souviens que dans le roman, Orion Fleming s'était planté dans ses descriptions d'armes, en fait, parce que je me souviens que Bond, on lui donnait deux armes, le Walter PPK et un Smith et Wesson, je crois, Ouais, qui était calibre censée être 38, une arme ouais. de longue portée. Enfin, il la définissait comme une arme de longue portée, alors qu'en fait, c'est une arme aussi pour le combat rapproché. Et c'est quelque chose, enfin, cette deuxième arme, en fait, on n'en entend plus jamais parler après dans la suite des romans. Et il y avait aussi, ah oui, et puis il y a un autre petit truc aussi que je trouve assez sympa. Alors ça, c'est un peu mon fantasme, mon idée dans le roman, mais en fait, on retrouve la maison de, genre, je crois que c'est Beau Désert. Beau Désert, c'est l'endroit où James Bond s'entraîne dans Vivre et laisser mourir. Il s'entraîne à la natation avec Quarrel avant son odyssée pour aller attaquer le sécature de Mr. Big. Et en fait, à la fin de Dr. No, dans le roman, il retourne avec Connie dans sa petite cabane en fait, qu'elle s'est faite, qui ressemble à une boîte à cigares de mémoire. Et en fait, on se dit que au moment de Vivre et laisser mourir, en fait, Oni, elle était déjà là. Oui. Elle était déjà là, Ah ouais. et ça fait, voilà, il y a des petits liens comme ça, qui se renvoient. Donc effectivement, qu'on retrouve aussi avec le personnage de Strangways, avec Quarrel. Et alors, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie, enfin, il y a un peu une tendresse, une petite nostalgie dans ce roman, quand on le renvoie justement à Vivre et laisser mourir, au parcours du personnage qui est quasiment mort dans le roman d'avant, et puis qui ressuscite en fait, et qui retrouve des repères, des gens qui vont en fait l'aider à se remettre sur pied. Donc moi j'ai une vraie affection pour ce roman que j'aime beaucoup, et comme vous tous en fait je le relis avec plaisir, malade ou pas d'ailleurs. Bah écoutez, merci messieurs pour ce tour de table. Sinon, comment peut-on parler aujourd'hui de Dr. No? Donnez-moi un mot pour qualifier le film. Fondateur. Je vais appliquer. Pierre? Jean-Jacques? Exotique. Ouais. Jean-Jacques? Je dirais dépaysant. D'accord. Donc c'est assez complexe tout ça. Donc tout ça pour dire que Dr. No, bon, on va pas rentrer dans toute la partie making of, etc. C'est largement expliqué dans les DVD, dans les Blu-ray diffusés par MGM il y a déjà un certain nombre d'années, de mémoire en 2006. Vous avez pas mal d'informations sur comment le film a été produit par le duo Saltzman-Broccoli à l'époque, comment a été choisi justement Ursula Andress, comment a été casté Sean Connery, etc. Donc la partie making of, on va la laisser de côté pour ce soir. Et donc, à ce stade-là, je pense que déjà, dans un premier temps, Victor doit avoir terminé son dessin, et ça sera peut-être l'occasion de vous le montrer. La vision donc de notre illustrateur Victor Leblanc à propos de Dr. No. Donc effectivement, oui, c'est une vision assez particulière. Nous avons une Ursula Andress qui sort de l'eau avec une tarentule coincée dans son bikini. Le titre du film a été rebaptisé pour l'occasion Dr. No Poil. Je vous laisse les commentaires à votre discrétion. Ouais.
Bon, et une allusion quand même à une scène mythique de Dr. No, hormis Ursula Andress, hein, quand même. Exactement. La scène de la tarentule, oui, qui a. Ouais. Ah, la scène de la tarentule, quand même. Quand on était gamin, enfin, moi, je me souviens qu'elle m'avait particulièrement impressionné. Et donc, effectivement, oui, tous ces éléments font de Dr. No un film que, puisque je vous ai demandé un mot, je vais utiliser le mien, un film incontournable. Je pense que, comme vous l'avez tous dit, je pense que ça a été la base de tout. Effectivement, ce n'est pas l'ensemble des codes bondiens qu'on retrouve, parce que je pense qu'à titre personnel, et après peut-être que vous partagerez mon avis, je pense qu'il y a deux autres films qui ont fondé ou refondé la saga. Ça reste pour moi Goldfinger, où le côté plus grand que nature est apparu, vraiment le côté film à gros budget, à gros moyens, etc. Et plus tard, en 1977, L'espion qui m'aimait, où alors là, on rentre vraiment dans l'ère du cinéma, vraiment de divertissement. Là aussi, avec des moyens colossaux, vraiment la volonté vraiment de satisfaire le grand public, le plus grand nombre, d'en mettre plein les yeux et plein les oreilles. Donc voilà, messieurs, dernière émission de la saison 2021-2022. On se retrouvera naturellement pour de nouveaux lives à compter du mois de septembre. La reprise de nos émissions régulières et de nos vidéos régulières est prévue pour le 5 septembre. Durant l'été, on aura quelques directs, on aura probablement des chroniques qui vont sortir parce que la chaîne ne se mettra pas totalement au vert et en vacances. On va continuer, bon, même si on sera en activité quelque peu restreinte, il y aura peut-être des bonnes ou mauvaises, des top 5, des choses comme ça. Peut-être un ou deux directs durant la période juillet-août, nous verrons en fonction des disponibilités de nos participants. Je tenais aussi à vous remercier. Merci donc Fred, merci Pierre, merci Laurent, merci Jean-Jacques. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot pour conclure sur Dr. No? De le revoir, il faut le revoir. Moi, j'entends souvent des fans actuels qui ne jurent que par les derniers films, ou allez, qui remontent jusqu'à l'ère peut-être Brosnan, voire l'ère Dalton. J'ai juste envie de leur dire, non, mais allez voir les Bonds précédents, ceux de Moore, celui de Lazenby et évidemment ceux de Connery. Mais allez voir surtout Dr. No, parce que c'est le premier film, parce que tout y est déjà, et qui a un travail fantastique. On aurait pu parler des décors, notamment, enfin, il y a des décors extraordinaires qui sont signés dans ce film. Donc, enfin voilà, il faut le revoir, C'est un film qui se laisse revoir avec beaucoup de plaisir et de facilité. 60 ans plus tard. Et c'est peut-être là aussi l'exploit de ce film-là. Il est resté indémodable pendant 60 ans. Vous imaginez quand même? C'est extraordinaire. Oui, peu de sagas peuvent se prévaloir d'une telle longévité et d'un tel nombre de films. Bon, c'est vrai que d'une certaine manière, on l'a cité tout à l'heure, on a Star Wars avec à ce jour 9 films, des séries télé, des spin-offs, etc. Mais disons qu'on n'a pas la même constance dans le temps. Bon, même s'il est vrai que ces dernières années, les films ont quand même pris énormément de temps à se fabriquer, à s'écrire, etc. Fred, un mot de conclusion sur Dr. No. Moi, je voudrais juste parler en fait de la toute première scène qui a été tournée justement de la saga, c'est la scène de l'aéroport dans Dr. No. Et moi, il y a un truc, il y a un geste, et pour moi, ça a vraiment défini le personnage. Ils ont réussi vraiment à capitaliser sur l'élégance, la coolitude de Sean Connery. C'est quand il passe devant l'objectif de Margaret Lowards et puis qu'il lève son chapeau comme ça pour cacher son visage. Il fait ça dans un mouvement mais totalement suave, totalement cool. Et franchement, je crois que c'était peut-être la première scène, la première séquence. Et dès la première scène, ils avaient James Bond, ils avaient le personnage, rien qu'avec ce geste. Pierre? Moi, je voudrais. Ouais, Dr. No, moi, j'ai eu des hauts débats avec ce film. C'est-à-dire, je l'ai adoré au début, puis après, je l'ai revu, puis en me comparant par rapport aux autres, je disais, oh, il est cheap, oh, il a pris un coup de vieux, etc. Puis finalement, quand on le revoit avec le temps, finalement, on le redécouvre et finalement, on se dit, il a d'autres atouts que certains films plus récents qui ont peut-être beaucoup plus de budget. Mais je crois que c'est un film qu'il faut voir et qu'il faut revoir. Et alors, il y a deux scènes qui m'ont marqué. C'est la scène avec Dent, la mort de Dent, lorsqu'il me tire dessus les 6 balles. Là. Je trouve que cette scène est absolument incroyable. Et effectivement, je ne sais plus qui est-ce qui disait, mais on n'a plus jamais revu ce type de scène, aussi cruelle en tout cas. Et puis, je trouve que l'introduction du personnage, j'en ai un peu parlé, mais la manière d'introduire
James Bond, d'emblée, ils ont créé quelque chose d'unique et d'emblée, le personnage, il devient emblématique et ça devient un personnage fort de cinéma. Jean-Jacques? Moi, c'est un des films que je veux faire découvrir à ma fille, parce que bon, elle adore le cinéma aussi, donc il y a toutes les traits qu'elle connaît, donc je voulais l'amener donc pouvoir voir les autres films. Maintenant, c'est vrai que ces deux films, c'est moins évident. Et ce film, je trouve, voilà, je trouve super. Il y a tous les plans. Elle s'intéresse vraiment à la technique du cinéma. Il y a beaucoup de choses importantes dedans. Et je trouve que non, c'était l'arrivée de Sean Connery, effectivement, son personnage, son charisme. Il y a tout. On voit tout à travers ça. Et il y a un point aussi que j'aime beaucoup, c'est les affiches des films. Les 2-3 affiches sur le premier, elles sont absolument magnifiques. Et qu'on trouve très peu, enfin, notamment dans les derniers, si on ne parle pas tellement c'est ridicule. Et il y a toute une atmosphère qui est vraiment super. Et j'ai envie de faire découvrir au moins ce film à mes enfants. Ça, c'était... Bien sûr, bien sûr. Dès le départ, en fait, on a le plus grand et le plus fort des gadgets de toute la saga, c'est Sean Connery. C'est clair. Un petit rappel avant de clôturer cette émission. On en est au chronomètre à... Parfait, 1h48. C'est impeccable, on est dans le calibre. Si vous voulez participer à l'événement du 9 octobre du Club James Bond France, connectez-vous sur le site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.jamesbond007.net. Vous avez possibilité de réserver directement sur leur site. Et je vous rappelle que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à l'adresse planète007live@gmail.com, vous avez la possibilité de postuler au titre de monteur, au titre de graphiste ou au titre de sous-titreur pour nous épauler au sein de l'équipe artistique et technique. Messieurs, pour ce soir, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre présence. Merci de m'avoir accompagné dans cette dernière émission de la saga, de la saison, pardon, saison. Lapsus, attention. Exactement. Donc on se retrouve pour des nouvelles chroniques à la rentrée. Il y en aura, comme je l'ai dit, pendant l'été. On se retrouvera avec une nouvelle équipe, peut-être des nouvelles thématiques au sein des émissions. Nous n'avons pas encore défini les thèmes des prochaines émissions en septembre, octobre, novembre, décembre. Vraisemblablement, octobre sera vraiment une émission consacrée uniquement aux 60 ans de la saga. Et Dieu sait qu'il y aura à dire, on reviendra sur l'anniversaire, comme on en a parlé tout à l'heure, des 40 ans et des 25 ans. Et parler un petit peu, peut-être qu'on aura des annonces d'ici le mois d'octobre. Je n'y crois pas trop, mais on ne sait jamais, on peut croiser les doigts. Messieurs, je vous remercie encore une fois. Chers auditeurs, chers spectateurs, je vous souhaite d'excellentes vacances et vous dis à très bientôt. Bye bye.